retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Michel Abdelouab, professeur des sciences économiques et sociales. Pape Kabo, analyste politique. Et Géraldo Gomez, secrétaire général adjoint de l'Union sociale libérale chargé des questions stratégiques. Alors, avant la pause, nous parlions de la situation socio-politique au Bénin, que nous allons poursuivre ce débat. Que peut-on envisager pour la suite au Bénin, Pape ? Je pense que le président Talon a l'obligation de chercher une solution d'apaisement, parce que ce n'est pas possible que le Bénin soit une démocratie connue depuis le président Nicéphore. Non, avant même Nicéphore. Oui, bon, Nicéphore est arrivé, il a conforté cette démocratie-là. Le président Thomas Yaïboni est arrivé. Je parlais du général Kérékou, depuis Mathieu Kérékou quand même, qui s'est fait violence, qui a gouverné pendant 19 ans, qui a été battu, qui a mis en place des règles démocratiques, qui a accepté de jouer le jeu et qui est parti après avoir quand même laissé un pays qui, au plan de la démocratie, était plutôt sur des rails. C'était un modèle démocratique. Maintenant, la conséquence de la répression qu'utilise le président Talon va forcément à terme impacter négativement les activités économiques au niveau du pays. Les financiers n'aiment pas le flou. Ceux qui investissaient ou qui projetaient d'investir au Bénin vont s'arrêter pour prendre le temps de la réflexion. Et c'est dommage quand même pour ce pays qui a atteint 6,8% de croissance quand même. Bien entendu, parmi les pays qui ont les meilleurs taux de croissance et une population relativement maîtrisable et qui souhaite travailler. Donc je pense ici que quand même le président Talon a intérêt à travailler pour que la paix revienne et que le climat s'apaise au sein du pays. Géraldo, est-ce que l'opposition justement est disposée à avoir un consensus, mettre en place un consensus avec le pouvoir si jamais le président Talon justement veut tendre cette main-là? Ou bien vous comptez poursuivre la fronde? Non, pas d'affrontement. On n'était pas dans la posture d'un affrontement, on ne le sera pas non plus. Nous avons été force de proposition dès le début. On disait tout à l'heure en première partie que nous nous sommes conformés aux lois que nous contestions même. Donc nous sommes dans une démarche très légaliste et nous sommes prêts à trouver des solutions. De toute façon, nous sommes obligés, pouvoir et opposition, à trouver des solutions. Le président Talon a eu plusieurs occasions, que ce soit nos alertes, même au sein de sa mouvance, et lui-même l'a reconnu publiquement que les lois posaient problème. La conférence épiscopale a alerté, les autorités morales et spirituelles du pays ont alerté, la communauté internationale à travers la CEDEAO avec plusieurs missions, l'Union africaine avec plusieurs missions, l'Union européenne avec plusieurs missions. Il s'est entêté, il a poursuivi le processus jusqu'à ce terme. Désormais, nous sommes face au peuple. Tous, nous sommes face au peuple. Un peuple qui s'est déchaîné, qui a d'abord exercé son droit de façon démocratique en n'allant pas cautionner la mascarade qui se mettait en place. Tout ça, c'était démocratique juste là. On s'est fermé, on s'est enfermé. On n'a pas voulu écouter ce peuple. Désormais, nous sommes dans un tournant décisif où j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de légitimité. Nous avons toutes les institutions, président de la République, Assemblée, Cour constitutionnelle, la Sénat qui est une commission autonome pour gérer les élections, tous ont failli à leur serment. Nous sommes donc dans une situation assez critique et la solution reste entre les mains du président de la République seul aujourd'hui pour baisser la garde. L'humilité est la seule porte de sortie aujourd'hui pour reconnaître qu'on a emprunté une mauvaise voie et qu'il faut ramener tout le monde. Quand je dis tout le monde, aussi bien les Béninois de l'intérieur que de l'extérieur, ceux qui ont été chassés comme ceux qui ont été emprisonnés pour ces raisons-là, pour ce dont nous sommes en train de parler, pour qu'on en parle rapidement et qu'on réorganise des élections acceptables pour le peuple. Michel, que pensez-vous de l'action de l'Union africaine, de la CEDEAO jusqu'ici en ce qui concerne cette crise? Si jamais elle dégénère, comment est-ce que vous pensez que ces institutions vont pouvoir gérer la situation au Bénin? Pour l'instant, ils ont plutôt fait silence radio. Ils ne se sont pas manifestés. Je ne vois pas trop comment elle pourrait réagir ex post. Elle n'a rien préparé en amont. Alors par contre, moi je voudrais rebondir sur l'aspect économique que Pape a évoqué tout à l'heure, sur le risque d'attentisme des investisseurs. Le Bénin, c'est un pays qui fait plus de 6% de croissance par an. C'est-à-dire que c'est le même taux de croissance économique que la Chine.
C'est énorme, 6% de croissance, 6% de richesse en plus, avec une population qui ne profite pas des fruits de cette croissance. Donc il faut, après le blocage des institutions et le virage autoritaire de l'exécutif béninois, il va falloir en plus s'attendre. C'est peut-être ça qui se transparaît aussi dans ce taux d'abstention-là, quelque part, à la population. Oui, une explosion une aggravation des inégalités sociales. Donc, en fait, cette situation-là est à craindre, en fait, que les populations... par cette abstention-là, indique que tout ne peut pas être qu'un combat politique. Voilà. Elle a des préoccupations. Justement, dans le Vox Pop, il y a un monsieur qui parle de chômage. Voilà, un taux de chômage élevé qui frappe durement les jeunes et certaines couches de la population. Et on constate au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, mais puisqu'on est au Bénin, restons-y, que c'est en principe une situation de difficulté quasiment héritée par certaines familles. Le papa était dans la difficulté, le fils est dans la difficulté. Dans certaines zones, c'était même depuis le grand-père. À un moment donné, les gens se disent, pourquoi on se fatigue? Pourquoi on irait voter? Là, notre sort ne change pas. Je pense que le président Talon doit éviter la forte répression et se dire qu'il a suscité beaucoup d'espoir parce que la plupart des Béninois, comme nous autres qui ne sommes pas Béninois, mais qui accordons un intérêt à ce pays-là, compte tenu des différentes raisons dont on a parlé, qu'il écarte le principe de la répression, qu'il applique par exemple ces règles de l'entreprise qui ont suscité de l'espoir chez beaucoup de Béninois qui se disaient, bon, c'est un acteur du privé qui va venir avec une nouvelle vision, de nouvelles stratégies qui vont certainement permettre au pays de pouvoir décoller. S'il arrive et qu'il adopte une stratégie qui est pire que celle que les véritables politiciens mettaient en place, véritablement la déception sera très très grande et je pense que ça risque même de mal tourner pour le Bénin et on ne le souhaite pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en votant pour le président Talon, il y a 2 ans, ils ont voté pour l'émergence économique, pour la croissance, pour la création de richesses, pour l'entrepreneuriat, pour tout ce qui touche à l'économie. Et 2 ans plus tard, eh bien, malgré effectivement un taux de croissance important, les richesses ne sont pas partagées de manière... ne sont absolument pas réparties et on constate actuellement une augmentation des inégalités. Là, bientôt, les institutions de Bretton Woods vont sortir les indicateurs et le bilan social sera plutôt négatif. Ça fait en réalité 3 ans déjà que le président Talon est là, donc ça va vite. Et en réalité, là, cette occasion était une occasion rêvée pour le peuple qui espérait retourner la situation à l'Assemblée pour espérer mieux. Parce que ça a été 3 ans de casse pour cette population, casse aussi bien physique, puisqu'on a connu un réaménagement des marchés urbains à travers Cotonou, et ça avait suscité beaucoup de remous, mais aussi casse au niveau de la législation. Nous avons des lois au niveau de l'emploi, une loi sur l'embauche qui a été votée par les mêmes députés sortants et qui rend désormais le CDD, le contrat à durée déterminée, renouvelable à l'infini. Cette même loi qui désormais pour les fonctionnaires d'État les fragilise puisque désormais ils sont licenciables. Et ils peuvent être licenciés à la veille de leur retraite et n'auront pour indemnité au maximum qu'entre 3 à 9 mois de salaire. Donc tout ceci a été voté et donc le peuple mettait un grand espoir dans ces élections législatives pour attendre mieux après avril 2019. Et c'est cela qu'on lui a retiré. Et c'est ce que le peuple ne peut pas comprendre. Et l'aspect économique est important parce que le programme quinquennal du président Talon, celui qu'il a publié en décembre 2016, portait sur 10 000 milliards de francs CFA, dont 69% du privé. Oui. Donc on ne peut pas être en train de mettre de telles législations en place et rassurer l'investissement privé. Ce sont des freins à la réalisation du programme d'action lui-même et on en voit les résultats sur le terrain. On a des chiffres communiqués qui sont des taux de croissance très attractifs, mais la population n'en bénéficie pas. Ça veut dire qu'il y a une caste qui capte l'essentiel des fruits de ces activités. Et c'est un vrai virage libéral. C'est malheureusement le cas pour la plupart des pays de la région ouest africaine où les capitaux qui font fonctionner notre économie sont des capitaux privés étrangers pour la plupart. Les taux de croissance grimpent, d'année en année ça évolue, mais ça n'impacte pas la population qui ne profite pas de cette évolution positive de l'activité économique pour avoir un pouvoir d'achat, comme disent
les Américains, un power purchasing qui augmente malheureusement. Et ça, ce sont des situations de frustration qui vont pour moi être beaucoup plus mobilisateurs que les contestations politiques. Les gens vont plus réagir et en masse parce que justement leur portefeuille est atteint et que leur pouvoir d'achat est encore menacé de jour en jour. Et ces inégalités sociales qui croissent, je pense que c'est ça qui va être la plus grande menace pour le président Talon. Et je pense qu'il a intérêt à trouver très vite une solution. Je pense qu'il le sera. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas gérer un État comme une entreprise. Le chef d'entreprise, il crée de la valeur pour l'actionnaire. Un chef d'État, son objectif, c'est d'améliorer l'IDH, le niveau de vie, les conditions de vie de sa population. Exactement. C'est ce qui est attendu de lui, en fait. Voilà. On attend du chef de l'État qui crée les conditions macroéconomiques telles que l'activité économique puisse se mettre en place et se développer relativement rapidement. Maintenant, si lui est déjà dans la préoccupation de se succéder à lui-même pour un prochain mandat, il déçoit les ambitions et tous les espoirs qu'il avait suscités par ce programme politique assez ambitieux qu'il avait il avait parlé de faire un seul mandat de 7 ans. Oui, mais bon, on le sait, hein, on l'a entendu ailleurs. On sait qu'à un moment donné, les gens ont voulu faire même plus que 2. Vous savez, même au Bénin, on ne lui reproche pas de vouloir éventuellement un deuxième mandat, puisque c'est constitutionnellement possible. Mais c'est une question morale. Il ne faut pas prendre des engagements qu'on sait au fond de soi ne jamais tenir pour pouvoir briguer la magistrature suprême. C'est ce qui est reproché. Et Michel disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de points sur lesquels il revient de façon spectaculaire, à 360 degrés, des choses qui ont été annoncées pendant la campagne, rendre la justice libre, les services des renseignements au service des populations, les militaires et la police au service de la sécurité de nos frontières. Et de quoi est-ce que nous vivons aujourd'hui? La traque des citoyens, la justice qui est aux ordres, les magistrats qui ne peuvent plus dire le droit. Et ça, c'est important. Mais est-ce que cette situation actuelle ne va pas peut-être aider le président à rectifier le tir? Peut-être son manque, c'est son premier mandat. C'est la première fois, on va dire la première fois, c'est sa 3e année, il a la tête du pays. Est-ce que ça ne va pas l'aider à se remettre en question, justement, et revoir sa manière de gouverner? Est-ce qu'on peut lui donner ce bénéfice du doute, là? Tout le monde le souhaite, tout le monde le lui souhaite, tout au moins. Dans notre constitution au Bénin, et je pense que c'est le cas dans toutes les constitutions démocratiques du monde, c'est le peuple qui est souverain. Si on ne se remet pas dans ce contexte en disant c'est le peuple qui décide, et quand le peuple s'est exprimé, il faut s'incliner, et ne pas croire qu'on est le seul à pouvoir dicter au peuple ce qu'on pense et qu'on est le seul intelligent. C'est le peuple qui l'a porté à 65%. Oui. On l'avait dit tout à l'heure. C'était un plébiscite en 2016. Et aujourd'hui, je vous dis que le taux de participation n'excède pas 10%. Qu'est-ce qui peut expliquer en 3 ans cette érosion? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser, que la population ait tourné le dos au scrutin qui vient de se tenir, c'est une interrogation. Et je pense que le président Talon, tout comme les acteurs politiques béninois, doivent se poser la question. Est-ce que c'est seulement du fait de ce tripatouillage des règles démocratiques, des règles électorales, ou il y a d'autres préoccupations? Je pense qu'il y a le cumul des deux. Il y a la situation économique qui devient très peu, j'allais dire, crédible pour les Béninois. Quelquefois, ils ont l'impression qu'on leur annonce des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Tellement que leur vie quotidienne est différente de ces rapports qui sont produits, de ces chiffres envoyés à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, alors que les indices IEDH, au quotidien, il ne perçoit pas ces évolutions-là. Je pense que vraiment, on souhaite que le génie béninois inspire tout ce peuple-là et tous ces acteurs pour que la situation change. Et que le président Talon sache quand même qu'il avait suscité beaucoup d'espoir au Bénin et au-delà. Donc maintenant, cette situation de répression à tout va, ça devient assez préoccupant. Et je pense qu'il faut le souhaiter qu'il soit inspiré et bien inspiré pour que la situation, il appelle au calme et que les gens travaillent. Par contre, là, ma crainte, c'est qu'on est arrivé à un point tel qui va décider de l'orientation future. Exactement. Parce que quand on parle du peuple, comme le dit Gérard tout à l'heure, les gens ne sont pas allés voter.
il faut que l'on regarde encore à ce niveau-là les textes. Que disent les textes? Est-ce qu'avec un si faible taux de participation, cette prochaine assemblée va être légitime et va être crédible? Justement, voilà. C'est la question que j'allais poser. Donc, il faut se poser cette question-là et voir comment résoudre ce dilemme, parce que ça n'est un. Non, dans les tests, on ne peut pas. Il n'y a rien qui dise avec un faible taux, en fixant le niveau, l'Assemblée ne serait pas légale. Légitime. Non, légale. Légale, oui. Elle est légale, oui. Mais entre la loi, dans la loi, il y a le test et il y a l'esprit du test. Et c'est surtout de l'esprit du test qu'on tire sa légitimité. Quand on est une Assemblée qui est censée représenter tout le peuple, et que c'est seulement moins de 10% du peuple, du corps électoral convoqué. Les sources par rapport à ces résultats-là, c'est qui? Les sources, ce sont les observateurs de la société civile, mais aussi une partie, puisque c'est seulement l'Union africaine qui a envoyé ses observateurs, mais le taux officiel, oui. Et c'est ce qui a déclenché, entre autres, les contestations violentes qui sont apparues depuis hier, c'est que le taux officiel communiqué par la Commission électorale nationale autonome est de 23%. Oui. Tout le monde a pu constater. D'où ma question, parce que justement, moi, c'est ce taux-là dont j'ai eu connaissance. Voilà, quand j'apprends maintenant les 10% dont vous parlez tout à l'heure. Je vous le confirme, et oui. Même dans cette analyse, même si on restait... Ça me pose problème, parce que reconnaissant quand même que vous êtes un opposant au président Talon, vos sources diffèrent de ceux du gouvernement qui est en place. Lorsque la Commission nationale autonome met sur la table une information, elle est supposée être beaucoup plus crédible qu'une information qui émanerait d'une opposition qui est dans son rôle de contestation du processus. Ça non, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas juste une question de contestation. On va le laisser terminer après. Je pense qu'ici, pour les jours qui viennent, le président Talon doit faire très attention aux chiffres qui vont être mis sur la table. Et reconnaissez avec moi que la Commission nationale autonome indépendante pour ce qui concerne la gestion du processus électoral va être la source qui va déterminer la position à prendre à l'avenir. Parce que si les chiffres de l'opposition qui sont avancés divergent ou sont différents des chiffres que cette commission-là donne, et les chiffres du gouvernement diffèrent de ces deux autres chiffres-là, à un moment donné, il faudra trouver un arbitre. Et ce ne seront pas les observateurs internationaux qui sont arrivés quelques jours avant l'élection qui vont déterminer la suite, la conduite à tenir. Je pense qu'il faudra donner une certaine crédibilité, accorder une confiance à une instance qui, à mon avis, la Commission nationale autonome, devrait pouvoir jouir de cette confiance-là pour que l'on en arrive à une solution qui permettrait de régler ce problème-là, parce qu'il faudra trouver une solution. Non, je disais tout à l'heure que toutes ces institutions ont perdu leur légitimité puisqu'elles ont failli. Aux yeux de qui, Gérard? Non, je vous le confirme, je vais vous le démontrer. Là, vous êtes dans les principes, je suis d'accord avec vous, dans un état de droit, c'est ce qui devrait être. Mais c'est sans connaître l'historique de cette commission électorale nationale, pas l'historique très lointaine, mais l'historique immédiate, autour de ces élections législatives. C'est elle qui a validé le principe, cette fameuse décision de la Cour constitutionnelle, et qui aurait pu s'en passer, parce que c'est le code électoral qui est sa Bible pour organiser ces élections. C'est une commission autonome. Même face à la décision de la Cour constitutionnelle, elle pouvait se prévaloir du code électoral et conduire les élections. Et dans ce code électoral, la pièce inventée par la Cour constitutionnelle n'y figure pas. Elle aurait pu décider de façon autonome de ne se fier qu'à cela. Elle ne l'a pas fait. 1. 2, elle a validé juste 2 partis créés par le président de la République, alors qu'il y en avait 7 qui ont déposé les dossiers, et dont les dossiers sont plus complets. 3e élément, même pour les résultats qui sont sortis, ce ne sont pas des chiffres de l'opposition que je vous donne. Je vous ai parlé de la société civile. Ce sont des organisations non gouvernementales qui sont réunies dans une plateforme d'observation des élections et qui sont allées sur le terrain. Ce ne sont pas les envoyés de l'opposition. Et les chiffres que la Sénat proclame, c'est là où il faut voir que nous avons vraiment changé de système politique. Nous avons un taux de participation avec des bulletins nuls, connus. Et la Sénat donne des résultats avec 1 147 000 votants et les répartit intégralement entre les 2 partis qui ont compétit. Ça veut dire que les bulletins nuls ont même été répartis sur les 2 partis
politique en compétition. Les bulletins nuls. Comment est-ce que vous pouvez encore faire confiance à une commission électorale qui se dit autonome? Les bulletins nuls, retirez-les au moins des votants avant de faire la répartition des suffrages aux deux partis. Mais on les leur attribue. Sur quelle base? Comment on sait? Non, on ne peut pas, Gérald, attribuer des bulletins nuls à un camp ou à un autre. Mais c'est ce qui a été fait, je vous le dis. Lors d'une élection, on connaît le nombre d'électeurs inscrits, les votants, les suffrages valablement exprimés, après avoir déduit naturellement les bulletins nuls. Et tout cela doit figurer sur un procès-verbal. Et je pense que si maintenant la Commission a commis ces erreurs-là, c'est les points sur lesquels les attaques devront se fonder pour justement demander l'annulation de ce scrutin. Si ce que vous dites est valable, donc je pense que voilà un point sur lequel l'opposition pourrait s'appuyer pour justement contester ces résultats-là et demander l'annulation de l'élection. Absolument. Le nombre d'inscrits, nous sommes à 4 900 000 et quelques. Le nombre de votants annoncé par la Sénat, 1 417 000 et quelques. Le nombre de suffrages obtenus par l'un parti, c'est 600 et quelques, et l'autre 500 et quelques. Et le total fait les 1 417 000 de votants. Véritablement. Si c'est ce que vous dit Gérard, on verra si on peut le vérifier, c'est que là, on risque d'avoir une assemblée qui va siéger en ayant bénéficié d'un suffrage qui est inférieur, qui a fraudé vraiment au cinquième de la population qui se soit déplacée. Où sera la légitimité? On va suivre cette actualité de près. On va marquer à nouveau une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom où nous parlerons de la Centrafrique.